dis-moi tout, tout ce qui est vrai, comme on dit, je ne sais plus, musicien qui faisait ça. Voilà. Ok. Ben, ce que je vais faire alors, c'est un petit peu expliquer mon démarrage en tant qu'indépendant, donc quand j'ai commencé comme indépendant, et puis le parcours qui a fait que j'ai eu des très hauts et des très bas, donc au niveau de l'activité d'indépendant. Alors j'ai commencé comme indépendant dans un domaine qui était le sport en fait, où malheureusement je me suis séparé à l'époque de ma compagne. Certaines lois n'étaient pas encore passées, donc je n'avais plus droit au chômage puisque j'étais sorti du milieu classique des employés. Donc là, à ce moment-là, je me suis retrouvé sans rien et pendant 3 mois, j'ai vivoté avec ma voiture sans budget. Donc ça, c'est arrivé il y a maintenant, avant 2007, donc c'était en 2005, aux alentours de 2005. Suite à ça, malgré tout, étant quelqu'un de dynamique, j'ai mis en place en fait différents projets qui tournaient notamment au niveau de la publicité, etc. J'ai toujours été passionné par tout ce qui était radio et ainsi de suite. Et j'ai monté donc une société qui s'appelait Mediascoop. Cette société donc a pris de l'ampleur, est montée assez rapidement, puisqu'elle avait un concept qui était innovateur, dans le sens où le but était de réunir en fait toutes les radios indépendantes et de créer, non pas un réseau, mais comme une centrale d'achat et aussi une centrale de vente, donc, qui permettait justement de pouvoir proposer de la publicité à des grosses marques, etc. Donc de travailler comme les gros réseaux qui existent actuellement. Donc on regroupait toutes ces radios. C'était avant que le plan de fréquence soit mis en place. En 2007, donc grâce au montage de cette société, donc, où j'étais avec quelqu'un d'autre, j'étais associé, la société en fait donc est montée. On a reçu un prix. Donc c'est mon associé à l'époque qui nous a inscrits en fait chez Bessie pour participer à un espèce de concours de la meilleure start-up, meilleure entreprise. On l'a gagné. Donc on a gagné le prix de la meilleure start-up en 2007, ce qui était pas mal, voyant d'où je venais au départ, puisque j'avais dû tout redémarrer à zéro et sans budget. C'était pas mal. Donc c'était une certaine fierté de pouvoir dire qu'on avait fait ça. On a donc créé cette société, on l'a montée, et par la suite, en fait, il y a eu un espèce de mise à jour, de mise en place légale, je dis légale entre parenthèses, d'un plan de fréquence. Donc pour faire que toutes les radios locales qui étaient notamment dans la régie puissent devenir légales, puisque c'était ce qu'on appelait à l'époque encore des radios pirates. Radio pirates qui existaient depuis des années, qui faisaient vivre des gens, tous indépendants. Toutes ces radios aussi étaient, pour la plupart, sous forme d'associations, donc d'ASBL, associations sans but lucratif, quoique ce n'est pas parce que ce sont des ASBL qui n'ont pas le droit de créer de l'emploi. Donc, il faut bien dissocier les deux. Une ASBL peut créer de l'emploi. Tout à fait. Donc là-dessus, il y a eu à l'époque la ministre Fadila Hanan qui a donc mis en place le fameux plan de fréquence. Ce plan de fréquence, en fait, dans ce plan de fréquence était indiqué que certains médias qui étaient sous la forme justement d'ASBL n'avaient pas le droit de postuler dans certaines régions de la Belgique, enfin de la Wallonie en tout cas. Donc ça faisait évidemment un gros choc, puisque moi, dans mon cas, la société fonctionnait sur base de ces médias. J'en avais 19, c'était le chiffre d'affaires, c'était ça qui faisait vivre les employés que nous avions. Donc c'était ça qui nous faisait vivre nous aussi. Il fallait compter à peu près, j'ai dû perdre à peu près 900 000 euros, quoi. Donc ça, c'était le chiffre d'affaires qui était mis. 900 000 euros, bien sûr, c'est pas ce que j'avais dans ma poche, c'était le chiffre que ça devait rapporter sur l'année. Et les rémunérations, évidemment, il y avait les charges au niveau du personnel, donc les charges loi sociale, etc. On a eu jusqu'à 4 personnes, donc en continu, plus des indépendants donc, qui travaillaient avant avec dedans, c'est ça. Alors on a travaillé bien sûr avec des plans d'embauche, etc., qui, je peux expliquer d'autres choses, mais qui sont pour moi des pièges à l'emploi. Pour un employeur, c'est un piège à l'emploi, mais quelque part pour la personne qui cherche du boulot en tant qu'employé, c'est aussi un piège à l'emploi,
Parce qu'elle, en fait, si l'employeur veut gagner sa vie, ben, on doit les virer tous les X temps parce que sinon ça revient trop cher. Et l'employeur, s'il va jusqu'au bout, ben, lui, par contre, il se voit presque tripler le montant qu'il doit payer au départ. Donc, ça veut dire qu'il lui se met la corde au cou s'il continue. Donc, c'est une espèce de piège qui est mis en place. Alors, pour continuer avec l'histoire donc, du plan de fréquence, à cette époque-là, donc, moi, je me suis informé pour voir si on avait le droit d'interdire à n'importe quelle forme d'association ou d'individu de pouvoir postuler quelque part. Eh bien non, il y a une loi qui fait partie des droits de l'homme, la loi sur l'égalité des chances, etc., qui dit qu'en effet on ne peut pas interdire à quelqu'un de se présenter. C'est comme si maintenant, parce que j'ai les cheveux bruns, on me disait que je ne pourrais pas me présenter à tel poste ou tel poste parce que j'ai les cheveux bruns, parce que j'ai les yeux bleus, je ne peux pas me présenter. Donc cette loi existe, et c'est identiquement la même loi. Je me suis aussi informé, il y avait eu une jurisprudence en Autriche où l'État avait perdu contre une radio indépendante puisqu'elle se voyait interdire le fait de pouvoir postuler dans une ville, une grande ville, parce qu'elle était sous forme donc d'association sans but lucratif. Donc cette radio à l'époque a gagné, vous rentrez en procédure, ça coûte beaucoup d'argent, et j'ai décidé de lancer à l'époque un recours au Conseil d'État. Donc j'ai pris cet avocat, j'ai mis tout en place, mis tout en route, ça a été marqué dans les médias, ça a été marqué dans la presse. Il y a des articles de presse qui sont sortis, je me souviens, puisque j'avais été au chômage avant, donc que j'avais été en me retrouvant sans rien avant de mettre en place Mediascoop. Il y a certains articles qui étaient sortis où carrément on disait le petit chômeur qui attaque la ministre Fadila Laan. Donc c'était... Je peux citer, c'était dans Télémoustique que c'était sorti à l'époque. C'était l'article qui était sorti dans ce journal-là. Donc c'était vraiment amoindrir ce qui était mis en place. En suivant sur le côté, on m'a prévenu, au niveau du Conseil d'État, qu'en fait, aucun recours n'était mis en place. Pas de recours, donc je m'informe auprès de mon avocat. Et lui me dit, non, le recours est bien parti. Donc ça continue, on va plus loin, on a des informations, on rencontre des politiques, divers politiques de divers partis qui vous soutiennent, enfin, qui disent vous soutenir. Puis au moment où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe, tout d'un coup, vous avez les vestes qui commencent à se retourner et le soutien n'est plus là. C'est-à-dire que oui, on vous soutient, mais puis vous vous rendez compte qu'en fait, non, les gens se parlent entre eux, tous ces gens se connaissent, ils sont dans un monde assez fermé. Et vous vous rendez compte qu'en fait, on est un petit peu occupé à jouer avec vous comme avec un pion dans un jeu d'échecs. Et c'est vous qui êtes mis en avant parce que c'est vous qui allez être éliminé au moment où vous êtes là. Alors là-dessus, c'est très simple. Il s'est avéré la date du recours, du plan de fréquence, donc avec la date maximum au niveau des délais. Et on me dit que le recours n'est toujours pas introduit. Je vais donc chez mon avocat de l'époque, je lui demande c'est quoi cette histoire, et il me dit non, ça a bien été introduit, ça a été introduit par recommandé. Alors je lui demande évidemment la preuve, puisque moi je dois prouver que ça a été rentré. Il me remet un récépissé d'envoi, je lui fais signer un document en disant que c'est bien lui qui me remet le récépissé d'envoi, etc. Eh bien, pas de chance, ce récépissé d'envoi est un faux. Mon avocat avait donc rentré un faux récépissé d'envoi. Bon, cet avocat n'exerce plus en Belgique maintenant. Il a été renvoyé du barreau. Est-ce qu'il a été renvoyé définitivement ou pas, ça je ne sais pas vous le dire. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, il s'est fait renvoyer du barreau. Pas que pour mon histoire, il y a d'autres histoires qui se sont passées aussi, qui ont fait qu'il a été renvoyé du barreau. Mais moi, en attendant, le recours n'a pas été introduit. Résultat des courses, c'est simple. J'ai perdu 19 fréquences à l'époque qui étaient inscrites au niveau de la régie et qui faisaient le chiffre d'affaires de la régie. Donc la régie a dû se retourner sur de l'événementiel, etc., et de faire différentes choses, mais qui n'ont pas rapporté, qui ne rapportaient pas suffisamment pour faire tourner les employés qui étaient dedans. Donc on ne savait pas les garder. De plus, au niveau financier, le chiffre d'affaires descendant énormément, vous avez les locaux à payer et ainsi de suite, et là, tout tombe, puis il n'y a plus d'argent qui rentre et vous ne savez pas payer vos charges. Et puis à un moment, donc moi j'avais moi-même à ce moment-là donc déposé plainte contre l'avocat avec un autre avocat. Cet avocat donc avait déposé une plainte au niveau du bâtonnier, donc qui a reconnu via l'assurance qui est ETIAS, donc l'assurance des avocats, qui avait bien une faute professionnelle, etc. Et il y a eu une discussion d'accord. Le pseudo-accord, je vais dire,
pour un dédommagement pour un certain montant, qui ne correspondait absolument pas du tout à la perte, puisqu'en fait ça couvrait à peine les frais qui me permettaient de me remettre à jour. Et j'ai fini par accepter cet accord. Au moment de l'acceptation de l'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Pouf, Etia sortir et dit non, on ne veut plus payer, on n'est plus d'accord, il faut aller en justice. Rebelote, à nouveau payer l'avocat, il fallait payer les charges, continuer, se retrouver sans personne, donc uniquement avec l'associé avec qui j'étais. On ne se rémunérait plus, donc on payait des charges, tant bien de mal, mais nous-mêmes, on n'avait plus de rémunération. Donc moi, j'avais la chance de vivre avec quelqu'un, j'ai toujours la chance de vivre avec quelqu'un, ce qui me permettait de vivre, de manger, mais le reste, je ne payais pas. Le personnel, au début, le personnel qui était encore là, lui, par contre, il devait être payé. Donc les patrons eux-mêmes qui sont montrés du doigt en disant ce sont des gens riches, en fait, non, ils n'ont plus un franc. Ils doivent manger des spaghettis tous les jours parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Que ce soit mon associé à l'époque ou moi-même, on était tous les deux dans le même cas. Donc, j'ai malgré tout tenté le coup. Et puis un beau jour, j'avais plus de nouvelles, rien du tout, ni de mon avocat, il était injoignable, Et puis un beau jour, je reçois une lettre donc à la société qui dit que nous sommes condamnés par défaut parce que nous ne nous sommes jamais présentés à une audience donc, qui nous confrontait avec la compagnie d'assurance. Le problème, c'est qu'on n'a jamais reçu de convocation. Donc en fait, on ne savait pas se présenter puisqu'on ne savait pas qu'on devait y aller. Il s'est avéré en effet que mon autre avocat n'a pas fait le suivi à l'époque. J'ai eu l'occasion d'avoir une discussion avec lui en direct où il a reconnu en effet que des problèmes familiaux personnels l'ont empêché de faire certaines choses à cette époque-là, et donc il n'a pas su se présenter. Mais j'étais de nouveau dans le même cercle vicieux où il fallait attaquer l'avocat de l'avocat. Ça devenait intenable. Mais résultat des courses, j'ai quand même été condamné, la société a été condamnée à 15 000 €, et ces 15 000 € ont fait que j'ai dû déposer le bilan. Résultat des courses, une faillite. Je suis toujours indépendant encore aujourd'hui. J'ai tenté tant bien que mal de me relever avec diverses entreprises. J'ai notamment tenu un établissement. Mais vous vous retrouvez en fait avec continuellement, des problèmes on vous met des bâtons dans les roues à tout niveau. C'est-à-dire que vous redémarrez à zéro, donc il n'y a pas de budget, rien du tout. Mais vous êtes là, vous avez des gens qui sont autour de vous, qui vous ont suivi pendant un moment, que vous avez financé vous-même. Et en fait, à un moment, vous n'avez pas assez d'entrée financière pour continuer à financer les gens qui sont autour de vous. Et à ce moment-là, ces gens-là se retournent contre vous. En quelques guillemets, on ne peut pas non plus les blâmer puisqu'ils sauvent leur peau. Donc eux aussi sont indépendants, donc ils sauvent leur peau. Mais vous vous retrouvez, alors que c'est vous qui avez créé tout au départ, vous n'avez plus rien. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, les aides à l'embauche, etc., dont tu parlais, quand on reçoit les aides, il y a aussi certaines conditions qu'il faut respecter, notamment sans doute garder les employés. Alors, voilà, notamment, et c'est ce qui met quelqu'un dans des difficultés, notamment au niveau indépendant, c'est qu'en effet, quand vous avez des aides à l'embauche au départ, l'aide à l'embauche, vous avez un certain délai, et puis quand vous devez passer outre ce délai, parce que vous êtes content de l'individu, vous vous retrouvez avec une somme qui est phénoménale à payer par rapport au niveau des lois sociales. Et en fait, en tant qu'indépendant, vous avez travaillé pendant un certain nombre de temps avec un montant X, on va prendre par exemple 1 000 €, vous avez ce montant X qui est à payer tous les mois que vous savez, et donc vous avez un calcul qui est fait sur base de ce montant, puis votre chiffre d'affaires descend, etc., ou monte, même tant bien même qu'il monte, votre chiffre d'affaires, lui, n'est jamais multiplié par 3. À la limite, vous avez beaucoup de chance, on va dire, il est multiplié par 1,5, c'est déjà énorme, mais par contre, les charges, elles, sont multipliées par 3. Donc, ce qui veut dire que malgré tout, vous ne savez pas et vous êtes bloqué. Donc, à un moment ou l'autre, vous allez devoir vous séparer de l'employé que vous avez engagé. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau de la conjoncture, qu'on ait vécu ce que j'ai vécu ou qu'on soit confronté à la mise en place de la création d'emplois actuellement, les charges en Belgique font qu'on ne sait en effet pas fonctionner avec ces aides à l'emploi qui sont pour moi
c'est de la vaste blague, quoi. Ça tient pas la route. Quand on voit les charges qu'il y a après derrière, ça ne tient absolument pas la route. Ça n'aide pas l'emploi en tout cas. Un chiffre, tu as eu quoi comme salaire, retombé à quoi, et puis quoi maintenant? Moi personnellement, quand j'étais employé, donc à l'époque où je travaillais en publicité, j'avais plus ou moins 2000-2500 euros, donc l'équivalent de 2500 euros par mois, plus des avantages, chèque repas. Non, je parle donc le salaire quand j'étais à l'époque salarié. Quand je suis passé indépendant, donc parce que justement j'avais envie de monter ma propre entreprise et à l'époque j'étais tombé au chômage. Donc je voulais sortir du système chômage, etc. Je suis tombé à zéro. C'est-à-dire que je ne me payais pas du tout. La première année, je ne me suis pas payé. Je payais toutes mes charges, mais le fait de payer ces charges, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas ça qui nourrit. Alors en effet, on a une voiture qui est remboursée par la société, c'est très bien, mais jusqu'à preuve du contraire, l'essence ou le diesel qu'on met dedans, c'est pas la vallée. Donc ça fait qu'en effet, on est perdu à ce niveau-là. Puis c'est monté un petit peu. Donc là, j'ai su me payer à peu près 1000 euros par mois de moyenne. J'ai eu mon problème où la société, j'ai dû la remettre à cause de la séparation. Je suis de nouveau retombé à zéro, mais là, totalement à zéro. Pas de chômage, rien du tout. J'avais une voiture, ce qui est chouette parce que ça m'a donné un toit à ce moment-là. Donc ça m'a permis de retrouver. Voilà, donc ça, c'est pas dur. Je ne suis pas resté longtemps dans ces conditions. Je sais qu'il y a malheureusement des gens qui n'ont pas eu ma chance et qui, eux, sont restés très longtemps et sont peut-être encore toujours actuellement à la rue en ayant perdu leur chiffre d'affaires. Je parle en chiffre d'affaires parce qu'on ne peut pas dire ce n'est pas un emploi, puisque c'est actuellement par l'État, on n'est pas considéré comme étant des gens qui fournissent de l'emploi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par la suite, en tant que PDG, là j'étais à Mediascope, je crois que le plus qu'on s'est rémunéré, je crois que c'était 1800 euros ou quelque chose comme ça, c'est le plus qu'on s'est rémunéré comme patron d'entreprise, net je veux dire, hein, donc après toute charge déduite. Ça a duré à peu près une petite année, et puis après on est tombé, et puis après les 2 dernières années, on a fait fonctionner la société, mais sans se rémunérer. Donc on vivait sur ce que... Moi j'avais ma compagne et mon associé vivait sur ce que... Elle vivait chez sa maman, donc vivait sur ce que faisait sa maman. Il n'y a aucun remboursement, la société a dû être déclarée en faillite. C'est une faillite qui est passée sans problème, puisqu'en effet, ce n'était pas de notre faute. Quand on perd l'entièreté de son portefeuille client parce que l'État décide de prendre une décision qui, quand on analyse, n'est pas légale, puisque, comme j'ai expliqué au départ, en Autriche, là, l'Autriche a été condamnée. On se retrouve, on n'a plus rien. Donc il faut à nouveau chercher, tout le temps construire, on doit chercher de nouvelles idées, et on n'arrête pas. Mais ça prend du temps. Et des aides, pour recevoir des aides, on vous demande de prouver ce que vous valez. Et souvent, quand vous recevez des aides, vous les recevez. J'ai eu notamment une ASBL où, après 1 an, on vous dit vous pouvez demander des aides parce que la ASBL va par exemple, proposer de l'emploi. Mais en final, vous vous rendez compte que ces aides ne sont pas réellement des aides, puisque vous vous retrouvez toujours dans le même circuit, l'espèce d'engrenage qui est mis en place. Et vous tournez en rond, quoi. Donc, Tu parles de compagne et puis tu parles de la maman, de l'associé. Oui. En fait, la famille dans l'indépendant, des entrepreneurs, des PDG, c'est quelque chose qui compte beaucoup. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'un PDG qui n'a pas de famille, qui le suit, sauf s'il se trouve dans une très grosse entreprise qui est subventionnée par l'État, je ne vais pas en citer, mais qui ont par exemple 300 employés ou qui, eux, reçoivent par exemple des aides où on dit, voilà, vous ne devez pas payer de loi sociale, vous ne payez que 5000 euros alors qu'ils font 1 milliard de chiffre d'affaires. Mais le petit indépendant, donc la PME et la TPE, ne reçoivent pas tous ces aides. Donc fatalement, lui, s'il n'a pas de famille derrière, on peut dire qu'il peut couler, quoi. Ouais. Voilà, on reprend le fil. Et donc, au niveau de l'emploi, Au niveau de l'emploi, quel boulot tu es en train de rechercher? Pour l'instant, donc, je suis en train de rechercher dans tout ce qui touche à la communication, la publicité, les médias en général, mais également tout ce qui touche à l'activité avec du personnel, puisque j'ai géré du personnel, j'ai fait de la vente aussi, donc je suis assez large au niveau des possibilités.
un futur auto-entrepreneur, futur indépendant, sur les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Parce que bon, ces pièges, moi je les ai vécus, donc je les connais. Je sais maintenant comment éviter certains pièges, ne pas faire certaines choses. Mais en même temps, je dis aux gens, ne devenez pas indépendants dans ça. Parce qu'en fait, je leur dis déjà, attention, vous allez démarrer, mais il y a déjà des pièges. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand vous vous mettez indépendant, si vous n'avez pas un petit pactole au départ et que vous démarrez à zéro, ben vous démarrez, vous avez des dettes. Vous démarrez avec des dettes, même si vous n'en aviez pas au départ. Quelles sont ces dettes? Les lois sociales. Actuellement, les lois sociales, vous devez les payer la première année, alors que vous n'avez encore rien gagné. Ben vous démarrez en négatif. Donc vous n'avez pas encore gagné un cent que vous devez déjà payer. Donc ces aides à l'emploi qu'on reçoit, etc., ou des aides, des subsides, et ainsi de suite, ne bougent rien, donc ça ne sert à rien. Et au niveau de l'échec, comment vivre l'échec? En fait, actuellement, on commence à parler fort de l'échec, mais on ne parle pas de valorisation des personnes qui ont fait l'échec, donc les indépendants, en fait, qui connaissent la réalité du terrain. Mais le problème, et c'est ce que je dis, c'est qu'actuellement, un indépendant n'est pas reconnu par l'État comme étant un pourvoyeur d'emploi. L'indépendant est PME, TPE. Oui, je parle des petites sociétés, PME, TPE. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les grosses sociétés touchent des subsides, les petits pas. Donc, comme nous ne sommes pas en tant que petite entreprise ou en tant qu'indépendant propre reconnu comme étant quelqu'un qui fournit de l'emploi ou qui crée de l'emploi, ben, fatalement, pour moi, c'est comme si on n'avait pas de statut, en fait. C'est un petit peu l'équivalence de l'époque des artistes qui n'avaient aucun statut. Ça revient au même, puisqu'en fait, du jour au lendemain, on peut se retrouver, on n'a plus rien, et on n'est plus estimé du tout. Donc, vous démarrez, on ne vous aide pas. Pourtant, vous ne coûtez plus à l'État, puisque vous sortez du système de rémunération par le chômage ou le CPS, mais non, on ne vous aide pas. On vous dit, voilà, maintenant, vous allez commencer à payer. Ben, là, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a certains moyens qui existent pour passer à côté, mais il faut pouvoir jouer en fonction des différentes lois qui existent pour... Justement, qu'est-ce que tu donnerais aux jeunes, je ne parlais pas d'âge, Pour quelqu'un qui veut commencer comme indépendant, ben, un des conseils, déjà, c'est de ne pas démarrer sans rien, c'est se prévoir de quoi vivre au minimum 1 an. Parce que si vous vous lancez comme indépendant, que vous n'avez pas au moins prévu pour vivre 1 an, ça va être très très difficile. Même si votre idée est très très bonne. À moins de trouver un investisseur, mais l'investisseur va vouloir quand même de toute façon récupérer ses sous. Et il va vous demander de la rentabilité. Et la rentabilité, ben, à un moment, il va falloir faire un choix. C'est soit de vous payer, soit de vous avez de la rentabilité. Donc ici, moi je dirais qu'actuellement, c'est vrai que ce n'est pas évident d'être indépendant. Il y aurait pourtant plein de possibilités. Au niveau des lois, par exemple, toutes ces aides à l'emploi qui ne servent absolument à rien, parce qu'en final, quand on gratte pour le petit indépendant, PME, TPE, ça ne sert absolument à rien. Le fait de, par exemple, exonérer la première année les lois sociales, un indépendant serait exonéré la première année des lois sociales, puisqu'il crée son propre emploi, puisqu'il ne dépend plus de l'argent de l'État, donc de l'argent de monsieur et madame tout le monde qui paye des contributions. Ben, on pourrait l'exonérer de loi sociale sans que ça ne touche à sa pension, par exemple, et ça lui permettrait, la première année, de mettre son activité en place, sans qu'il démarre avec une dette. Ça serait une aide. Mais le hic qu'il y a, c'est que si on fait ça, on doit retirer l'aide aux grosses entreprises qui, lorsqu'on gratte un petit peu, on trouve dans le conseil d'administration, évidemment, des gens qui n'ont pas envie de perdre leur salaire, quoi. Mais aujourd'hui, si je n'avais pas ma compagne, j'étais à la rue. Ouais. C'est ma compagne qui m'entretient. Je suis une espèce d'SDF gigolo, presque. PDG gigolo. Non, mais je dis ça avec humour. Je dis ça avec humour parce qu'il faut relativiser. Et bon, quelque part, si on baisse les bras, on n'y arrive pas non plus. Donc, il faut un petit peu relativiser, il faut aller de l'avant, il faut continuer. Mais actuellement, là, c'est très difficile, très très difficile.